Écoutez ça. Michael Phelps, 23 fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques, peut nager à une vitesse maximale de près de 8 km/h, ce qui fait de lui le nageur humain le plus rapide de tous les temps. C'est plutôt rapide pour nous, les amoureux de la Terre, mais pas assez pour échapper au mako à nageoire courte. Une torpille démoniaque de 4 mètres de long qui peut nager à une vitesse de plus de 80 km/h. Soit 10 fois plus vite que notre nageur le plus rapide. Imaginez maintenant ce qui se passerait si un mako géant avide de chair humaine se déchaînait tout à coup pendant un triathlon. Et vous pouvez d'ores et déjà imaginer ce qui va se passer. Une fois que ce requin géant aura pénétré dans les catacombes de Paris, il transformera la ville entière en son propre terrain de chasse. Et chaque fois que ces chercheurs stupides essaieront de l'arrêter, ils ne feront qu'aggraver la situation. J'espère que vous avez apporté votre répulsif anti-requin parce que je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les requins des catacombes dans Sous la Seine. Cette épreuve de natation est sur le point de se transformer en bain de sang. C'est une journée paisible sur l'eau quand Sophia, chercheuse en biologie marine, et son mari Chris arrivent aux abords de la grande plaque de déchets du Pacifique. Ils font partie d'une équipe de conservation des océans qui marque les requins autour de la zone et les suit à la trace afin d'observer comment la pollution affecte la faune locale. Le spécimen du jour est une femelle mako nommée Lilith. Elle se trouve à environ 500 mètres et se rapproche rapidement. Au même moment, Chris et 3 autres plongeurs s'équipent et se jettent à l'eau, dans l'espoir d'obtenir des images et peut-être un échantillon de sang de Lilith, s'ils en ont la chance. Pendant que Sophia regarde à travers leur caméra, ils commencent tous les 4 à scruter l'eau à la recherche d'un signe du requin. Mais ce sera leur plus grosse erreur. Devant eux, un bébé baleine est pris dans une véritable toile d'araignée flottante. Et Chris remarque qu'une vilaine morsure de requin a déjà été infligée au flanc de la baleine. Tout à coup, un autre mako surgit de l'obscurité et se dirige droit sur lui avant de se détourner et de s'éloigner à la dernière seconde. Cette femelle est bien de la bonne taille et de la bonne espèce que celle qu'il recherche. Mais d'après le dispositif radar, il ne s'agit toujours pas de Lilith. En regardant autour d'eux, les plongeurs se rendent compte qu'ils ont été complètement entourés par un groupe de plus de 10 femelles mako, jusqu'à ce qu'en un instant, les autres requins disparaissent soudainement en pleine mer. C'est alors que Chris se retourne et voit la vraie Lilith se diriger lentement vers eux. Mais visiblement, elle est maintenant 10 fois plus grande que la dernière fois qu'ils l'ont rencontrée. Chris veut retourner au bateau, mais Sophia estime qu'ils ont encore besoin d'un échantillon de sang, ce qui l'oblige à s'approcher du requin de face et à lui planter douloureusement une grande aiguille dans le flanc. Furieux, le requin femelle disparaît immédiatement dans l'ombre, mais au moment où il commence à penser qu'elle est partie, elle fait demi-tour et se met à les déchiqueter un par un, en commençant par Chris, jusqu'à ce qu'ils soient tous les 4 tués en quelques secondes. Sophia panique et plonge dans l'eau avec un fusil de chasse, dans l'espoir vain de les sauver de la mort, mais il est déjà trop tard. Il ne reste de Chris qu'une main en suspension, et Sophia aperçoit le requin qui s'approche d'elle, les mâchoires grandes ouvertes. Elle aligne son tir et déclenche son arme, mais le harpon dévie et rebondit sur le flanc du requin, tandis que son pied se prend dans un filet qui commence à l'entraîner de plus en plus profondément sous la surface. Finalement, Sophia parvient à se libérer au moment où la pression changeante lui crève les tympans. Et elle ne se doute pas une minute que des centaines de personnes vont mourir à cause de ce qu'elle vient de faire. Ok, bon sang, on peut déjà dire que ce requin est vraiment dangereux, parce qu'il a même tué le caméraman. Et s'il peut faire ça, alors personne n'est à l'abri. Lilith est un requin taupe bleu âgé de 3 ans. L'espèce de requin le plus rapide de l'océan, comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, peut nager à une vitesse de plus de 80 km/h. Ces requins sont des prédateurs incroyablement efficaces, qui préfèrent rester dans les eaux de l'océan où ils peuvent utiliser leur vitesse et leur agilité naturelle à leur avantage. Ce qui les rend vraiment terrifiants, ce sont leurs puissantes mâchoires pleines de dents aiguisées comme des rasoirs, spécialement conçues pour attraper les proies glissantes comme les poissons, les calmars et même les plongeurs sous-marins malchanceux, bien que les attaques sur les humains soient extrêmement rares et encore plus rarement fatales. La dernière fois qu'ils l'ont vue, Lilith ne mesurait qu'environ 1,50 m de long, et elle pesait environ 250 kg. Ce qui reste un sacré gros poisson si vous voulez mon avis. Mais quelque chose d'étrange a dû se produire pour qu'elle devienne aussi grosse qu'elle l'est maintenant. Même à taille réelle, le mako adulte moyen plafonne à environ 4 mètres de long et 570 kg. Mais un simple coup d'œil à Lilith montre qu'elle doit facilement faire le double, dépassant de loin le taux de croissance et la taille attendue d'un requin de son espèce. Maintenant, qu'ils aient su ou non qu'il y avait un requin mutant géant dans les parages, la carcasse du bébé baleine aurait dû être le premier signe que ces soi-disant experts en requins allaient avoir des ennuis. L'abondance de nourriture risquait encore d'attirer des dizaines, voire des douzaines de makos dans la zone, et une frénésie alimentaire aurait pu s'en suivre.
Des experts chevronnés de la faune sauvage comme eux auraient déjà dû le savoir, et il aurait été beaucoup plus sûr de faire leurs observations depuis le bateau plutôt que de se mettre à l'eau avec les requins, vu qu'ils étaient déjà actifs et stressés. Sophia a peut-être voulu comprendre ce qui est arrivé aux requins, mais elle a commis une erreur manifeste en obligeant son mari à prélever un échantillon de sang sur le champ. En réalité, le requin aurait pu être capturé en toute sécurité en utilisant les méthodes appropriées pour minimiser les risques, à la fois pour les chercheurs et pour le requin lui-même. Au lieu de se jeter à l'eau avec lui, les chercheurs auraient pu l'emmener le long du bateau ou sur une plateforme spéciale pour prélever l'échantillon de sang et effectuer les autres tests dans un environnement sûr et contrôlé. Il est évident que c'était une très mauvaise idée de poignarder un requin qui n'avait rien fait pour le provoquer avec un objet pointu, alors qu'il se trouvait dans son habitat naturel. Le pire, c'est que le requin n'est devenu violent qu'après que Chris se soit approché de lui et l'ait poignardé sur le côté. Et à partir de là, la suite des événements était clairement de leur faute. La plus grosse erreur de Chris a été de se séparer du groupe, ce qui a fait de lui une cible toute désignée pour l'attaque du requin. C'est un principe de base de la sécurité des requins. Ils préfèrent s'en prendre aux individus isolés. Il faut donc toujours essayer de rester avec le reste du groupe quand on le peut. Il était déjà trop tard pour Chris quand le requin l'a attaqué, mais les 3 autres auraient pu survivre s'ils avaient réagi un peu différemment. Une augmentation agressive de la vitesse et un mouvement en rond rapide est un signe certain qu'un mako est sur le point de frapper. Si vous voyez un mako se comporter de cette façon, vous devez combattre l'envie de vous enfuir. Et au lieu de ça, formez un cercle serré en tournant le dos au reste du groupe, ce qui vous donnera une vue à 360 degrés de l'eau autour de vous et quelques boucliers de viande très importants si les choses deviennent trop dangereuses. L'essentiel est de maintenir un contact visuel avec le requin chaque fois que possible et d'utiliser des perches ou d'autres équipements pour le maintenir à une distance de sécurité. Ensuite, il faudra commencer à revenir lentement en groupe vers le bateau et viser les branchies, les yeux et le museau du requin s'il attaque. En tant qu'experts en requins, ils auraient probablement dû pouvoir s'en sortir sans problème. Mais ne vous inquiétez pas, il ne faudra pas attendre longtemps avant que Sophia et les Dents de la Mer Junior n'aient une nouvelle occasion de s'affronter dans un match retour. 3 ans plus tard, Sophia a accepté un poste de guide touristique dans un aquarium à Paris. Mais elle lutte toujours contre le chagrin d'avoir perdu son mari et le reste de leur équipe. Après une journée très difficile, elle est abordée sur le chemin vers chez elle par une jeune fille, Mika, qui lui dit qu'elle est une grande fan de son travail de conservation. N'étant pas d'humeur à discuter, Sophia s'excuse et s'en va. Mais c'est alors que Mika lui dit quelque chose qui la fait s'arrêter net. Elle est en train de tracer la balise qui appartient au requin tueur. Maintenant qu'elle a attiré son attention, Mika lui explique qu'elle fait partie d'un groupe clandestin de protection de la nature appelé Save Our Seas, SOS. Il s'avère que les chercheurs comme Sophia ne sont pas les seuls à pouvoir suivre les requins marqués. Les braconniers peuvent également le faire. Mika et ses amis ont donc trouvé un moyen de désactiver leurs balises chaque fois qu'ils sont en danger. Dans leur quartier général, elle présente Sophia à son ami aqueuse Ben, qui est justement en train de sauver un requin marteau des braconniers au large de l'Espagne. Quand elles évoquent la balise 7, le traceur du mako tueur de Sophia, les filles avancent quelque chose d'incroyablement étrange. Au cours des dernières semaines, le requin a apparemment contourné l'Australie et remonté le long des côtes africaines et se trouve à présent dans la Seine, en plein cœur de Paris. Sophia refuse d'y croire, soulignant que le fleuve est de l'eau douce, et elle est convaincue qu'il s'agit d'une erreur. Mais les filles soutiennent que le changement climatique a peut-être forcé le requin à adopter une nouvelle stratégie de survie. Pour sauver la femelle, elles veulent essayer de communiquer avec le requin à l'aide d'un sonar, et elles ont un plan pour y parvenir. La nuit précédente, une voiture est tombée d'un pont, mais le corps du conducteur n'a jamais été retrouvé. Ce soir, elles vont donc plonger au même endroit pour jeter un coup d'œil par elles-mêmes. Mika invite Sophia à les accompagner, mais celle-ci reste persuadée que ce n'est pas possible, et elle s'en va en claquant la porte et retourne à son appartement pour réfléchir à tout ça. Quand elle est chez elle, elle décide de ressortir le vieil ordinateur portable et de revivre quelques moments de bonheur passés. Et pour une raison qui lui échappe sûrement, de visionner la vidéo de la mort terrifiante et brutale de son mari. Ça l'incite à consulter le traceur de Lilith. Et comme on peut s'y attendre, le requin Lilith est bien là, exactement au niveau du pont où Mika avait dit qu'il se trouverait. Pendant ce temps, les filles se préparent déjà à plonger. Mika s'habille pour se jeter à l'eau. Ben, quant à elle, fait le guet depuis le bateau. L'eau est si sombre et trouble qu'elle peut à peine voir à 1 mètre devant son masque. Mais elle continue à nager le long du fond du fleuve jusqu'à ce qu'elle finisse par trouver la voiture accidentée. Il n'y a aucune trace de corps, mais elle remarque une énorme morsure sur le côté de la portière. C'est le signe que le requin devait effectivement être là. Tout à coup, Mika sent passer quelque chose de gros à quelques mètres derrière elle. Mais la visibilité est si mauvaise qu'elle n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. À la surface, Ben commence à s'inquiéter quand elle aperçoit le bateau de la police fluviale de Paris qui arrive en trombe. Et elle fait comprendre à Mika qu'elle doit partir.
Le bateau étant reparti, elle n'a d'autre choix que de se cacher sous l'eau jusqu'à ce que les officiers passent. Mais c'est alors qu'elle aperçoit l'ombre massive du requin qui l'encercle. Décidant qu'elle préfère avoir affaire à la police, elle attend le bon moment et remonte rapidement vers la surface, se laissant ainsi appréhender tandis que Ben s'enfuit à pied. Ok, il s'en est fallu de peu. Et au train où vont les choses, c'est qu'une question de temps avant que ces jeunes ne finissent par se faire dévorer. Cela dit, il faut reconnaître à Mika le mérite d'avoir réussi à survivre à cette rencontre tout court. Sa stratégie pourrait nous donner quelques conseils sur ce qu'il faudrait faire la prochaine fois que ce requin pointera le bout de son museau. Tout d'abord, nager dans une eau trouble tard dans la nuit peut sembler une mauvaise idée, pas vrai? Je sais que quand je pense aux requins, je les imagine préférant les conditions de faible visibilité puisqu'ils sont naturellement des prédateurs en embuscade. Mais les makos sont apparemment différents. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les makos ont une excellente vision diurne et ils utilisent la vue comme un de leurs principaux sens pour chasser. Ils préfèrent s'attaquer à leur proie dans des eaux claires, pendant la journée, où ils peuvent tirer le meilleur parti de leur vitesse et de leur agilité supérieure. Bien que ça aille à l'encontre de la logique, il semble que cette fois-ci, les conditions de faible visibilité aient en fait favorisé les chances de survie de Mika. Une autre chose qu'elle n'a pas faite, c'est de s'affoler et de paniquer quand elle a finalement remarqué le requin. Au lieu de ça, elle est restée calme, a attendu le moment opportun et s'est dirigée vers la sécurité du bateau, ce qui est exactement ce que vous êtes censé faire si vous rencontrez un requin de façon inopinée. Maintenant, je suis la première à admettre que rester calme quand il y a un mako mangeur d'hommes de 8 mètres à proximité nécessite le genre d'état d'esprit déraisonné que seule une véritable amoureuse de la nature peut avoir. Mais il est indéniable que le fait d'être un peu cinglée a permis à Mika de s'en sortir vivante. Du moins cette fois-ci. Sa lampe de poche était probablement la partie la plus risquée de son équipement, puisque nous savons maintenant que les lumières vives et rapides sont un moyen facile d'attirer l'attention des requins. Une meilleure option aurait été d'utiliser une lampe avec un filtre rouge ou bleu, ce qui aurait rendu la lumière plus difficile à voir pour le requin, et l'aurait donc moins attiré vers elle. Elle aurait également pu investir dans un équipement de protection, comme une combinaison anti-requin conçue pour protéger contre les morsures. Mais ces équipements sont coûteux et probablement difficiles à trouver pour une bande de jeunes activistes travaillant dans un bâtiment abandonné. Et après avoir vu ce que le requin a fait à la portière de la voiture, une quelconque armure n'aurait de toute façon pas été d'une grande aide. Donc, nous avons confirmé que le requin est bien dans la scène. Et maintenant? Dans des conditions normales, on pourrait laisser le problème se régler de lui-même. En tant qu'espèce vivant dans les eaux salées, le mako ne survivrait qu'environ 3 jours dans la Seine. Mais plus tard dans l'histoire, nous découvrirons que Lilith a développé des adaptations spéciales qui pourraient lui permettre de survivre même en eau douce. La présence d'un prédateur de 8 mètres dans le fleuve n'est certainement pas une solution à long terme. Mais c'est pas comme si Mika pouvait faire quelque chose pour remédier à la situation. Donc, vu qu'elle a de toute façon déjà été attrapée, la chose la plus logique à faire serait de dire à la police ce que vous avez découvert et de les laisser s'occuper de la question à partir de maintenant. Sur le chemin du retour au poste, les agents s'arrêtent pour prendre des nouvelles d'un sans-abri qui vit sur les quais. Il est toujours en vie et en bonne santé quand ils le voient pour la dernière fois. Mais Sophia est également de sortie et elle est sur son vélo en train de traquer le requin. Et quand elle arrive à son emplacement quelques minutes plus tard, tout ce qui reste du gars, c'est un de ses livres flottant dans l'eau. Et ça fait 5 morts, et il y en aura encore beaucoup d'autres. Ce n'est que le lendemain matin que Mika cède enfin et dit aux officiers ce qu'elle cherchait vraiment. Mais ils sont évidemment un peu sceptiques quant à son histoire de requin sans en avoir la preuve. Ils n'ont pas à attendre longtemps avant d'en avoir, parce que c'est à ce moment-là qu'ils apprennent que des ouvriers viennent de sortir du fleuve le corps de l'homme d'hier. Comme Sophia est l'experte locale en matière de requins, les autorités décident de faire appel à elle et elle confirme que le coupable devait être son mako. Mais maintenant, la question est de savoir ce qu'ils vont faire. Malgré les preuves, la chef n'agira pas tant qu'elle n'aura pas la preuve indéniable que le requin est bel et bien là. Elle envoie donc une équipe dirigée par le brigadier-chef Adil pour le traquer avant de passer un coup de fil à Madame le maire. Quant à Sophia, elle tente d'avertir les officiers que ce requin est un tueur. Mais quand Adil lui fait comprendre qu'ils le traqueront de toute façon, elle décide qu'elle ferait mieux de les aider avant qu'encore plus d'innocents ne meurent. Grâce à la balise, ils parviennent à localiser le requin près d'un embranchement du fleuve. Mais Sophia remarque rapidement quelque chose qui n'a pas de sens. L'eau n'est profonde que de quelques mètres. Il est donc impossible qu'un requin aussi gros que le sien ait pu disparaître, à moins qu'il n'ait trouvé un endroit où se cacher. Tandis que Sophia et Adil restent sur le bateau, une équipe de 3 autres officiers plonge dans l'eau et commence à se déplacer sur le fond en direction de la balise. Après être passés devant une carcasse de poisson géant qui présente une énorme trace de morsure, ils éclairent une grille en métal rouillé qui couvre l'entrée d'une section inondée des catacombes de Paris. Et c'est alors qu'ils aperçoivent un aileron de requin qui passe de l'autre côté.
Il semble un peu petit par rapport à celui qu'il recherche, mais alors qu'il s'approche pour l'examiner de plus près, la vraie Big Mama surgit tout à coup de l'obscurité juste derrière eux, et elle se met à tourner autour des officiers pris au piège, tandis qu'ils essaient désespérément de prédire d'où pourrait venir la première attaque. Pour ne rien arranger, la fille qui murmurait à l'oreille des requins, Mika, les a suivis depuis le début. Et après avoir vu que les officiers avaient des armes, elle a décidé de désactiver la balise du requin, les laissant sans traceur pour les aider à se tirer de ce mauvais pas. Comprenant qu'il est temps de se retirer, les officiers attendent le bon moment avant de faire un cercle ensemble et de remonter à la surface, tous les trois parvenant à remonter sur le bateau en un seul morceau. Quand ils vérifient le sonar, ils voient clairement l'image du requin sur l'écran, ce qui prouve que la théorie de Sophia était vraie à 100%. Ils ont toujours des doutes sur ce qui est arrivé à la balise, et bien que les officiers rejettent la faute sur Sophia à ce moment-là, elle se rend compte que c'était Mika quand elle aperçoit la fille qui les observe depuis la rue voisine. Ok, si Mika est passée à 2 doigts hier soir, ces officiers étaient pratiquement de la chair à pâté cette fois-ci. Ils ont de la chance de s'en être sortis vivants, mais la vérité, c'est que leur stratégie était terriblement mauvaise dès le départ. En plus du fait que Sophia les avait mis en garde, non seulement la plongée en apnée avec le requin était un risque inutile alors qu'ils auraient pu facilement le suivre grâce à sa balise, mais ils ont aussi créé une occasion où le requin aurait pu être agité et effrayé, mettant ainsi en danger la vie d'encore plus d'innocents. En tant que membre de la brigade fluviale spécialisée, chargée de patrouiller dans la Seine, Adil et son équipe ont déjà accès à des drones et à des caméras sous-marines, qu'ils auraient pu utiliser au lieu de les envoyer eux. Si on ajoute à ces outils la balise GPS de Sophia, il n'y avait littéralement aucune raison pour que l'un d'entre eux ait eu besoin de se mettre à l'eau avec ce requin. Contrairement à la rencontre avec Mika, cette fois-ci, il faisait jour et la visibilité était bonne, ce qui offrait d'excellentes conditions de chasse à notre mako géant. Il semble que la seule raison pour laquelle ils ont réussi à survivre, c'est parce qu'ils sont restés ensemble en tant que groupe et n'ont pas directement contrarié le requin, même si de toute façon ils n'auraient pas pu lui faire grand-chose. Maintenant qu'ils sont sûrs que le requin est bien là, ils doivent trouver un moyen de s'en débarrasser. Ce qui leur laisse 2 choix, capturer le requin vivant ou le capturer mort. Les Mako étant une espèce en voie de disparition, la loi les obligera d'abord à essayer de la relocaliser vivante. Ce ne sera pas facile. Mais c'est possible tant qu'ils s'en tiennent aux stratégies qui ont fonctionné par le passé et qu'ils utilisent au mieux leur équipement. Tout en utilisant des drones sous-marins pour suivre les mouvements du requin maintenant que leur balise est hors service, ils pourraient attirer le requin à l'aide de plusieurs points d'appât placés tout au long du fleuve. Une fois que le requin aura mordu à l'hameçon, ils devront le capturer dans un filet très résistant et le neutraliser à l'aide d'une quantité appropriée de sédatifs. Une fois le requin endormi, vous le chargez sur un bateau spécialisé doté d'un réservoir qui le ramènera en haute mer là où il devrait être. Ensuite, vous la relâcherez en espérant qu'elle ne retrouvera pas le chemin pour revenir d'une façon ou d'une autre. C'est un plan compliqué qui nécessitera beaucoup d'aide de la part de vrais experts en requins, mais il est tout à fait possible de le réaliser à temps pour la grande compétition de natation qui aura lieu plus tard dans la semaine. Maintenant, s'il n'y a aucun moyen de sortir le requin vivant du fleuve en toute sécurité, ou s'il devient une menace immédiate pour quelqu'un, dans ce cas, nous devrons nous tourner vers des options plus radicales. Il pourrait simplement l'abattre avec un gros calibre et s'en tenir là. Ou essayer une autre approche comme empoisonner l'appât ou l'attirer dans un piège à l'aide d'explosifs de grande puissance. C'est moins élégant et moins écologique que de le ramener vivant. Mais quand un requin de 8 mètres de long dévore tous ceux qui s'approchent du fleuve, il faut faire ce qu'il faut. Tout ça pourrait marcher s'il n'y avait qu'un seul requin. Mais c'est bien là le problème. Pendant que les officiers examinaient la zone, ils ont remarqué qu'un requin nageait à l'intérieur des tunnels, alors que Lilith elle-même se trouvait juste derrière eux. La seule explication possible est qu'il doit y avoir plus d'un requin. Et si c'est le cas, les choses viennent de se corser considérablement. De retour au poste, Adil essaie de dire à sa supérieure qu'ils doivent interdire l'accès à la Seine jusqu'à ce qu'ils aient attrapé le requin. Mais même avec la preuve qu'il est bien réel, elle refuse toujours de rendre l'information publique pour l'instant. Dans quelques jours, un triathlon très médiatisé aura lieu et il sera crucial pour l'image de la ville. Alors au lieu de ça, elle va doubler les patrouilles et espérer que le requin s'en ira tout simplement. Plus tard dans la nuit, Adil décide de mener sa propre enquête et il apprend enfin ce qui est arrivé à Sophia et à son équipe. De son côté, Captain Planet réalise une vidéo virale qui explique pourquoi ce requin mangeur d'hommes doit être sauvé pour le bien de l'humanité, ou un truc dans le genre. C'est aussi stupide que ça en a l'air, mais ça suffit en quelque sorte à convaincre tout le monde qu'elle a raison. Des skateurs locaux aux Karen du quartier. Au matin, Adil va voir Sophia à l'aquarium et il s'excuse auprès d'elle pour la façon dont il a agi sur le bateau. Ils ont une réunion avec la maire de Paris plus tard dans l'après-midi et il souhaite l'inviter pour qu'elle puisse donner son avis et dire ce qu'il devrait faire à propos du requin.
Vous vous dites peut-être que la chef de la police était incompétente, mais la mère pourrait tout aussi bien représenter personnellement le requin devant un tribunal, vu la façon dont elle refuse de s'en préoccuper. Selon elle, ils ont passé trop de temps et dépensé trop d'argent des contribuables pour préparer ce triathlon. Alors elle veut que le chef et ses officiers se débarrassent de ce poisson d'une manière ou d'une autre avant le début de l'événement. Sophia élabore un plan, mais alors qu'il s'apprête à partir, Ben arrive au poste avec des nouvelles qui changent tout. Elle a réussi à réactiver la balise du requin et elle l'a localisée quelque part sous la ville, dans les catacombes inondées. Et au lieu de faire intervenir la police, elle raconte que Mika est toujours convaincue qu'ils peuvent communiquer avec le requin à l'aide d'un sonar. Et elle s'apprête à plonger avec lui d'un moment à l'autre devant une foule immense. Les policiers n'apprécient évidemment pas cette idée et ils sautent rapidement dans leur bateau pour tenter de se rendre sur place avant qu'il ne soit trop tard. Quand ils atteignent l'endroit où Mika et ses amis se sont rassemblés, les agents sont obligés de parcourir à pied le reste du chemin jusqu'à un des réservoirs souterrains. Ils se déplacent discrètement pour ne pas semer la panique dans la foule de spectateurs. Ben essaie toujours de dissuader Mika, mais la jeune fille insiste sur le fait que c'est sa seule option. Elle pousse la balise devant elle et s'enfonce dans l'eau sombre. Alors que les officiers s'approchent du réservoir, Adil leur dit qu'ils doivent rester aussi calmes et organisés que possible. Il veut s'assurer que personne ne soit blessé. Mais malheureusement, le requin a d'autres projets. Réalisant qu'ils n'ont nulle part où aller, la plupart des spectateurs acceptent de quitter les lieux pacifiquement. Mais Mika, elle, refuse toujours de sortir de l'eau. Sophia tente de la convaincre, mais c'est alors que Ben capte la balise du requin qui se dirige droit sur elle. Et tout le monde dans la salle devient complètement silencieux quand son énorme aileron s'élève au-dessus de la surface. Au début, le requin ne fait que tourner autour d'elle, jusqu'à ce qu'un autre petit aileron apparaisse en nageant à côté de lui. Ce qui ne peut vouloir dire qu'une seule chose. C'est un putain de bébé requin. Elle pourrait essayer de nager pour se mettre en sécurité maintenant. Mais au lieu de ça, Mika commence à caresser cette horrible créature des profondeurs comme s'il s'agissait d'un chiot. Et bien que Sophia essaie de la prévenir que ce n'est vraiment pas une bonne idée, tout à coup, les deux requins disparaissent brusquement sous la surface. Et alors que les spectateurs commencent à paniquer, Adil décide de plonger et de tirer Mika de force s'il le faut. Il parvient à la rattraper, mais la jeune fille réussit à se dégager de son emprise juste avant que le requin ne jaillisse tout à coup d'en dessous d'eux, sautant de 3 mètres en l'air, la moitié inférieure de son corps coincée entre ses mâchoires, avant de retomber avec fracas dans l'obscurité. Dans le chaos, des dizaines d'autres personnes tombent à l'eau, alors que les deux requins déchiquettent brutalement le corps de Mika en deux. Et ça fait 6 morts, et toute cette foule de spectateurs qui reste encore à abattre. Ok, bon, attendez une minute. Personne n'a montré au requin la vidéo de Mika. Elle essayait de le sauver, mais apparemment la machine à tuer de 2 tonnes n'a pas reçu le message. Allez comprendre. Son cœur dévoué était au bon endroit, mais maintenant on dirait que tout son corps est au mauvais endroit, c'est-à-dire dans le ventre du requin. Désolée Mika, mais tu as sérieusement merde. Je vous jure que ces personnages deviennent de plus en plus bêtes chaque jour. Bon allez, c'est parti. Mika, franchement, qu'est-ce que tu voulais prouver ici? Tu savais que le requin était dangereux. Littéralement tout le monde essayait de te prévenir. Et même s'il ne l'avait pas fait, il était de notoriété publique que le requin avait déjà tué plusieurs personnes avant que tu n'essaies de faire ce petit coup de pub. Nous avons donc un prédateur apex génétiquement muté et mangeur d'hommes qui tue tout ce qu'il voit. Et ton idée géniale, c'était de l'appeler à l'endroit exact où tu te trouvais et d'essayer de lui faire la conversation. Pardon, mais pour qui tu te prends en fait? Un putain d'Aquaman? Même si c'était de la folie furieuse, ton plan était foireux depuis le début. Tu ne peux pas communiquer avec un requin à l'aide d'un sonar, parce que les requins n'utilisent même pas de sonar. Ce sont les dauphins. Dans la nature, les requins se tiennent intentionnellement à l'écart des sonars, parce que les ondes sonores de haute intensité les stressent. Et il semblerait que ce soit cette erreur qui t'ait valu d'être dévoré. Donc la prochaine fois, laisse simplement aux professionnels le soin de s'occuper des requins, ok? Tu aurais pu nager calmement et en toute sécurité jusqu'au rivage. Sans compter que si Ben était si inquiète pour ta vie, elle aurait pu facilement mettre fin à ce numéro de cirque aux requins elle-même. Étant la plus douée d'entre vous deux en matière de technologie, elle aurait simplement pu éteindre la balise et le sonar, et Mika n'aurait jamais été capable de trouver ni d'appeler le requin par elle-même. Problème résolu. Mais pour ça, il aurait fallu que tu prennes une décision intelligente. Et c'est pas vraiment ton truc apparemment, hein? Au moins, tu auras enfin eu cette expérience intime que tu recherchais. Mais il semblerait que cette fois-ci, les requins n'étaient pas l'espèce en voie de disparition après tout. Félicitations pour être morte de la manière la plus horrible qui soit. Parce que Mika, tu as merde. Adil réussit à s'en sortir, mais nombre de jeunes n'ont pas cette chance. Alors que de plus en plus de personnes tombent à l'eau, les deux requins commencent à arracher les bras et les jambes de tout le monde jusqu'à ce que l'endroit ressemble aux plages de Normandie en 44.
Ben tente de s'échapper, mais elle finit par être entraînée dans l'eau et assommée par la foule en panique, qui finit par la faire couler. Un officier, Léo, parvient brièvement à effrayer le jeune requin à l'aide d'une fusée éclairante. Mais ça ne suffit pas à le sauver de Maman Shark, qui lui tend une embuscade une seconde plus tard. Voyant son ami sombrer, l'Américain qui sommeille en Adil sort son Glock et commence à tirer aveuglément dans l'eau. On ne sait pas comment, mais Léo parvient à s'échapper. Et alors tend la main vers son partenaire avec la seule main qui lui reste, le requin revient et l'entraîne avec lui, tuant finalement le pauvre homme pour de bon cette fois. Ceux qui ont eu la chance d'échapper au bain de sang ont réussi à se précipiter vers une autre cavité ou se mettre en sécurité. Mais il semblerait que jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont fait n'a fait qu'aggraver le problème. À ce stade, il n'y a aucun moyen de vous dire combien de personnes ont été tuées. Mais ils en ont eu facilement plus d'une douzaine. Et il reste tout un triathlon à se disputer. À l'hôpital, tout ce que Sophia peut faire, c'est s'asseoir et regarder les médecins se démener pour maîtriser le carnage. Après que les choses se soient enfin calmées pendant une minute, Adil s'assoit à côté de la jeune femme et lui offre un ours en gélatine en cette période difficile. Sophia a toujours l'impression que c'est de sa faute quelque part, mais c'est alors qu'ils apprennent que le petit requin a été retrouvé mort sur les lieux du crime. Ça donne à Sophia l'occasion de l'examiner de plus près en pratiquant une autopsie sur lui, et elle remarque rapidement deux choses intéressantes. Tout d'abord, le requin a développé des organes spéciaux à l'avant de son crâne qui lui permettent de vivre en eau douce. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que cette jeune femelle est enceinte, alors qu'elle n'a que 2 mois. La seule explication possible, c'est que les requins peuvent se reproduire sans avoir besoin d'un mâle. Ce qui signifie qu'ils ont en quelque sorte évolué vers une espèce complètement nouvelle qui peut continuer à se multiplier jusqu'à ce qu'elle prenne finalement le contrôle de l'océan tout entier. Ils présentent leur découverte au bureau de Madame le maire. Mais malgré tout, le fait d'apprendre qu'une nouvelle espèce de super requin capable de se reproduire eux-mêmes rôde dans les cours d'eau de la ville n'est même pas suffisant pour lui faire abandonner sa salade. Malgré leurs avertissements, elle refuse toujours d'annuler le triathlon et elle décide de confier la situation à un de ses larbins de l'armée. Tandis que le maire passe aux informations et en profite pour donner sa propre interprétation politique à la situation, Sophia et les officiers doivent assumer la responsabilité de tous les innocents qui ont déjà été tués, sans qu'aucune solution ne soit envisagée dans un avenir proche. Adil et les autres sont sur le point d'abandonner complètement le combat. Mais après une discussion à cœur ouvert avec Sophia sur ses sentiments, ils décident qu'ils doivent élaborer un dernier plan. De retour au poste, Adil réunit les autres officiers et leur donne la possibilité de rester en retrait s'ils pensent que c'est trop dangereux. Après avoir appris que tout le monde participera à l'opération, il laisse Sophia prendre le relais pour leur donner les consignes. Ils vont se diviser en 2 équipes, celle de Sophia et d'Adil plongeant dans les catacombes, tandis que l'autre groupe les attendra à la surface. Une fois qu'ils auront atteint le nid du requin, ils placeront plusieurs charges explosives à différents endroits de la structure, ce qui ne leur laissera que 3 minutes pour s'échapper. Sophia apporte un émetteur de bruit à basse fréquence qui attirera les requins. Et une fois qu'ils seront à bonne distance, ils utiliseront les explosifs dans l'espoir d'enterrer tous les requins sous les décombres. Les 2 équipes prennent donc leur bateau et se mettent en route pour arrêter les requins avant qu'ils ne frappent à nouveau. Mais ils sont loin de se douter que les choses sont sur le point de devenir encore pire que ce qu'ils auraient pu imaginer. Ok, juste au moment où vous pensiez que leur plan ne pouvait pas être plus dingue, voilà que Sophia débarque avec son équipement de DJ comme si elle essayait de devenir la version requin de Skrillex. Blague à part, c'est en fait un bon plan. Mais imaginez aller directement dans le nid où des dizaines voire des centaines de requins mangeurs d'hommes vous attendent déjà avec seulement quelques explosifs et une petite équipe, ça m'a l'air de valoir le coup de réfléchir à quelques idées de plus. Toute stratégie devrait commencer par un blocage des entrées de cette section des catacombes vers le fleuve. Ça permettrait de contenir les requins qui s'y trouvent et on pourra toujours s'occuper plus tard des retardataires qui se trouveraient à l'extérieur du nid. Ensuite, ils devraient utiliser des drones et des caméras pour faire de la reconnaissance, ce qui leur permettrait d'obtenir en toute sécurité une vue de leur nid et une idée du nombre de requins qui s'y cachent. Pour ce qui est de s'en débarrasser, il semble que le temps des options pacifiques soit révolu, ce qui me convient parfaitement. En plus de les faire exploser, il y a d'autres approches possibles. L'une d'entre elles consisterait à remplir la cavité d'appâts empoisonnés. Ils pourraient essayer d'utiliser des drones sous-marins construits sur mesure et équipés de gros tasers ou d'un réseau de clôture électrique autour des tunnels pour contenir les requins. Des harpons, des lances et des filets pourront toujours être utilisés pour combattre ces requins à l'ancienne. Et si tout ça échoue, ils pourront toujours utiliser des pompes industrielles pour évacuer toute l'eau du réservoir. Ils n'ont pas beaucoup de temps, mais en réalité, repenser leur plan aurait peut-être valu la peine. Surtout après avoir vu à quel point ils sont sur le point de tout gâcher. Les choses commencent bien avec l'équipe de Sophia qui descend dans les catacombes, s'enfonçant dans les chambres inondées sans aucun signe de difficulté pour l'instant.
Quand ils atteignent la crypte, un des officiers brandit une fusée éclairante, ce qui permet d'apercevoir des dizaines de bébés requins géants qui tournent autour d'eux dans les eaux sombres juste au-dessus d'eux. Tout à coup, un des requins leur fonce dessus par le côté, mais l'équipe le laisse passer et essaie de rester aussi calme que possible pour ne pas rendre les autres frénétiques. Au même moment, à la surface, Madame le maire s'apprête à donner le coup d'envoi officiel du triathlon. Et on est à quelques minutes de la mise à l'eau de plus d'une centaine de nageurs. Après avoir assuré aux médias que les histoires de requins n'étaient que des rumeurs, elle monte sur l'estrade et prononce un grand discours sur le fait que ce sera le plus beau jour de tous les temps. Alors que les concurrents sont assis sur le bord du quai comme une brochette de poulet rôti, la course est lancée et la première vague de nageurs plonge dans l'eau sans se douter qu'ils sont en train de nager vers leur mort. Dans les catacombes, Sophia active le sonar pour attirer les éventuels traînards, mais elle ne voit toujours pas Maman Shark dans la masse. Pour une raison qu'elle ignore, les requins ne semblent pas aussi intéressés par l'appareil qu'ils devraient l'être, et c'est parce que tout le remous provoqué par la course a attiré leur attention à la place. Une fois les explosifs officiellement posés, l'artificier s'apprête à revenir vers le groupe à la nage quand il est soudain attrapé et assailli par un groupe de requins, le détonateur encore dans les mains. Les requins deviennent encore plus agressifs, et quand un autre officier tente de s'emparer de l'interrupteur du détonateur, il est rapidement pris d'assaut et mis en pièces lui aussi, ne laissant que Sophia et Adil en vie. Ils ne peuvent rien faire d'autre que nager pour sauver leur vie et s'éloigner le plus possible du centre du nid avant que la minuterie ne soit écoulée. Mais ils sont encore au plus profond des tunnels quand les explosifs se déclenchent enfin, et ils sont projetés vers la surface sous l'effet de la force de déflagration. L'équipe d'extraction commence à s'inquiéter en voyant l'explosion. Mais juste au moment où il semble que les autres n'ont pas réussi à s'en sortir, Sophia apparaît, tirant derrière elle un Adil inconscient dans l'eau. Ils parviennent à le hisser sur le bateau. Mais au lieu de remonter avec lui, Sophia fait demi-tour et replonge vers les tunnels pour confirmer la mise à mort. Et c'est alors que l'énorme requin jaillit soudain des décombres juste devant elle, prouvant que leur plan n'a finalement pas fonctionné. Le monstre tourne autour d'elle pendant un moment. Mais au lieu d'attaquer Sophia, il concentre son attention sur leur bateau et s'élance hors de l'eau en envoyant tout le monde à bord s'écraser dans le fleuve. Deux autres officiers malchanceux sont déchiquetés, mais Sophia et Adil parviennent à se mettre à l'abri sur le bateau renversé. Et au lieu de les prendre en chasse, le requin se dirige droit vers le triathlon. Et ça fait 2 victimes de plus, et il y a encore des centaines de personnes à abattre. Ok, je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper que cette opération ne s'est pas exactement déroulée comme prévu. Sophia et Adil ont de la chance d'être encore en vie, mais le requin se dirige maintenant directement vers les nageurs. Ça va être aussi terrifiant que désopilant. Mais pour les pauvres nageurs qui vont avoir la malchance d'être pris dans sa trajectoire, que pourraient-ils faire pour survivre ? Ces nageurs sont peut-être athlétiques, mais comme nous l'avons déjà dit, même Michael Phelps n'est pas assez athlétique pour battre un mako à la nage. Cependant, vous pouvez toujours distancer les personnes à côté de vous. Et c'est ce qu'ils essayaient de faire ici depuis le début, en fait. Ça signifie que, techniquement, il s'agit toujours d'une course. Mais la récompense est maintenant de pouvoir rester en vie. Il est évident que nous allons utiliser les autres nageurs comme bouclier de viande. Mais devrions-nous essayer d'être le premier à sortir ou faire du surplace et essayer de jouer la carte de la décontraction ? En nageant comme un diable vers le rivage, vous minimiserez le temps passé dans l'eau avec les requins. Et l'adrénaline générée par la poursuite des requins devrait même vous donner un bon coup de fouet. L'inconvénient de ce plan, c'est qu'il risque d'activer les instincts de prédation du requin quand il vous verra vous éloigner désespérément en nageant. D'un autre côté, le fait de rester calme vous rendra plus discret et vous permettra d'économiser autant d'énergie que possible. Ça signifie aussi passer plus de temps dans l'eau, mais prendre son temps au lieu de paniquer pourrait bien finir par vous sauver la vie. En tout cas, c'est ce que j'aime à penser. Mais j'imagine qu'on ne peut pas vraiment savoir comment on réagirait tant qu'on n'est pas dans l'eau avec une machine à tuer de 8 mètres de long. Du coup, je suis contente de ne pas faire partie de ces nageurs. Mais quand Sharky en aura fini, toute la ville de Paris sera sous l'eau. Avant même que les nageurs ne comprennent ce qui se passe, le requin commence à entraîner des personnes de l'arrière du peloton vers le fond, pendant que les autres nageurs sont trop concentrés sur la course pour s'en apercevoir. Enfin, quelques personnes sur le rivage commencent à remarquer un aileron énorme qui tourne autour d'eux. Puis soudain, le requin saute à plus de 4 mètres hors de l'eau avec un des nageurs coincé dans sa gueule. Les autres nageurs commencent alors tous à paniquer et à se précipiter vers les murs, ce qui a pour effet d'entraîner encore plus de monde dans le fleuve. Au même moment, les militaires arrivent et commencent à tirer sur le requin avec tout ce qu'ils ont. Et ils parviennent à l'effrayer après lui avoir infligé suffisamment de dégâts. Mais dans sa fuite, le requin retourne accidentellement un tas d'obus d'artillerie inutilisés datant de la Seconde Guerre mondiale. Tout à coup,
Les obus commencent à exploser sur toute la longueur du fleuve et les explosions se succèdent, déclenchant une réaction en chaîne qui provoque un raz-de-marée gigantesque, détruisant les installations du triathlon et inondant finalement toute la ville. Sophia et Adil réussissent à échapper à la mort une fois de plus. Mais ils ne sont pas encore tirés d'affaire, parce qu'en se réfugiant sur le toit d'un arrêt de bus, ils réalisent que toute la ville de Paris a été transformée en un véritable réservoir à requins, et que des dizaines de ces créatures assoiffées de sang se déplacent en toute liberté dans les rues inondées. Même si on ne sait pas comment ils vont s'en sortir, il semble que le reste du monde vienne d'apprendre une leçon très importante. La prochaine fois que vous aurez un problème avec un requin, n'appelez surtout pas Sophia et ses imbéciles d'amis pour vous aider. Sous la Seine. Bon sang, celui-là était plutôt créatif, vous ne trouvez pas? Je veux dire, des catacombes, des requins, Paris, la session de natation et cette fin. J'adore quand des innocents se font massacrer par des requins. Est-ce que je viens de dire ça à voix haute? Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!